une nouvelle encyclopédie en ligne avec son outil d'intelligence artificielle Grok, qui permet de déshabiller les femmes et les enfants, hein, vous le savez. Grokipédia, allez regarder le contenu sur le changement climatique. Tout est biaisé, c'est remarquable. Donc il y a des éléments qui s'appuient sur les rapports du GIEC, Wikipédia et le reste. Puis après, en fait, la désinformation complète, elle est mise au même niveau. Et il y a des choses qui sont invisibles. Et par exemple, le lien énergie fossile, réchauffement, événements extrêmes et impact. En fait, dans le monde, meilleure est la qualité de la vie démocratique, meilleure est la qualité de l'action pour le climat. La qualité de la vie démocratique, c'est le pluralisme, c'est l'indépendance des médias, c'est la participation de la société civile, de la jeunesse. Hein, c'est ça qui fait la qualité de la vie démocratique. Et avec deux limites à ça. L'effet corrupteur des énergies fossiles. Ça a été vu en Russie, par exemple, hein, assez nettement. Et d'autre part, l'influence disproportionnée de personnes les plus riches lorsqu'elles mettent leurs ressources via la propriété de groupes de médias ou de réseaux sociaux au service, en fait, de la lutte contre la protection de l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour internationale de justice, par exemple, dans l'avis important rendu cet été, elle a relié de manière étroite la protection du système climatique avec le fait de protéger les droits humains. Elle a considéré que les États avaient des obligations, y compris par rapport aux entreprises qui opèrent, et que ne pas respecter ces obligations, c'est des actes illicites associés à des devoirs de réparation. Donc c'est vraiment les bases de la justice climatique. Et ce qu'on sait très bien, c'est que les 10% des personnes les plus riches ont été collectivement responsables, on en fait partie, pour beaucoup d'entre nous, de 2/3 du réchauffement depuis les années 90, et c'est disproportionné, c'est-à-dire les 1% les plus aisés à eux seuls sont responsables de 20% du réchauffement en tant que tel. Et pour moi, ce qui est très frappant pour revenir sur le terrain américain, c'est de voir l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui d'une part, au titre de l'efficacité gouvernementale, a détruit l'aide au développement, USAID, et donc a privé les enfants les plus pauvres du monde de choses d'urgence comme l'accès à du lait maternisé ou des médicaments, des traitements de base, ou de l'alimentation en cas de famine. Et d'autre part, par le fait d'être propriétaire de réseaux sociaux, l'influence incroyable qu'il joue en biaisant les algorithmes de X pour rendre tout clivant, voire en créant une nouvelle encyclopédie en ligne avec son outil d'intelligence artificielle Grok, qui permet de déshabiller les femmes et les enfants, vous le savez. Grokipédia, allez regarder le contenu sur le changement climatique. Tout est biaisé, c'est remarquable. Donc il y a des éléments qui s'appuient sur les rapports du GIEC, Wikipédia et le reste. Puis après, en fait, la désinformation complète, elle est mise au même niveau. Et il y a des choses qui sont invisibles. Et par exemple, le lien énergie fossile, réchauffement, événements extrêmes et impact. Sachant par exemple que les grandes entreprises pétrolières, les plus grandes, ça a été montré qu'on peut leur attribuer des coûts de dommages à hauteur de 2000 milliards de dollars pour chacune d'entre elles, simplement par l'effet des vagues de chaleur liées à leurs seules activités. Ça, c'est invisible. Et c'est redoutable sur la vie démocratique, sur la manière dont on peut discuter ensemble. Si vous utilisez ça comme source d'information, ces faits n'existent plus. Vous ne les voyez plus. Finalement, qu'est-ce que c'est le greenwashing? C'est faire semblant. C'est-à-dire, c'est véhiculer un message donnant l'illusion d'une action par rapport aux atteintes à l'environnement, sans engager les changements structurels. Et pour moi, c'est un peu le pendant du climato-scepticisme que j'appelle 1.0, celui qui a été construit dans les années 80, qui en fait laissait avancer les connaissances scientifiques et visait à créer un rideau de fumée entre les connaissances scientifiques, les médias, les décideurs, le grand public, en produisant de la désinformation, c'est-à-dire le rôle de marchand de doute qui était présent, qui faisait partie de cette première étape. Et pour moi, on est vraiment passé dans une deuxième étape au sens où maintenant, on le voit sur le sujet climat, mais aussi d'autres, biodiversité, pollution de l'eau ou de l'air, les sujets sont intimement liés les uns avec les autres. On voit en fait une obstruction qui est pensée, organisée, structurée, portée par des coalitions d'intérêts qui peuvent être des secteurs d'activité industriels ou des GAFAM, des organisations commerciales,
étayées par des méthodes de relations publiques et qui veulent en fait jouer un rôle de stratégie d'influence, donc par les médias, par les médias privés, par les réseaux sociaux, pour dicter finalement quelles doivent être les thématiques à aborder et influencer les citoyens et être relayés par des partis politiques. Et cette obstruction, elle est intéressante parce que quand on regarde l'histoire de la construction du droit de l'environnement, il y a eu par exemple des contentieux juridiques qui ont fait avancer le droit de l'environnement. Maintenant, on voit des contentieux juridiques pour le détruire, en fait. Et pour moi, c'est ça qui est frappant, et ça s'accompagne d'une destruction de la science qui n'était pas le cas avant. Donc c'est vraiment cette dimension-là que je trouve extrêmement frappante. Et ça s'inscrit dans un contexte où je fais référence à une analyse de l'OCDE sur la désinformation, qui finalement relie ça avec une méthode qu'on peut appeler les 3 P, une méthode en fait pour finalement manipuler l'opinion, qui s'appuie sur le populisme. Alors le populisme, c'est l'écologie punitive, le bouc émissaire classique, mais le peuple contre les élites, et les élites, c'est les technocrates, la science par exemple, ou la justice même. Le deuxième P, c'est la polarisation, rendre tout clivant, tout, y compris les leviers d'action. Et c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire par rapport aux années 70, les impacts environnementaux sont visibles, les impacts du changement climatique s'aggravent, ils sont partout. On a aussi eu un développement des capacités à agir, ne serait-ce que les technologies dites propres, pour donner cet exemple-là, ou les transformations de société. On sait très bien ce qu'on pourrait faire, ce qui marche, et ce qu'on pourrait accélérer. Et donc, c'est ça la cible. C'est bloquer, en fait, les alternatives, par exemple, à l'utilisation d'énergie fossile. Et donc ça va avec la polarisation, parce que rendre les choses clivantes, incertaines, ça paralyse, en fait. Et le 3e P, c'est la post-vérité. Donc c'est les mensonges permanents. Et pourquoi, en fait, la science, elle est attaquée dans ce cadre-là ? La science, elle est là pour établir des faits, en fait, pour essayer de chercher une forme de vérité. Donc elle est dangereuse de ce point de vue-là. Et pourquoi, à ce point, attaquer les faits et la science ? Je pense que c'est pour des régimes qui glissent vers l'autocratie, en fait, c'est ne pas être redevable. Ne pas montrer que leur stratégie, leur politique publique, finalement, échoue. Et pour ne pas montrer que ça échoue, il faut effacer la place des faits, et notamment des faits scientifiques ou des statistiques économiques, d'ailleurs, c'est de la même manière, ou des statistiques sociales, d'ailleurs.